Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue durant cette seconde séance. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je vous souhaite la bienvenue durant cette seconde séance de la seconde conférence annuelle internationale du Centre des recherches sur la législation et l'éthique islamique. Cette séance, tout comme les trois autres séances, se base sur deux composantes. Premièrement, le discours d'un orateur principal. Et durant cette séance, nous écouterons Madame Tawakkol Karman. Ceci sera suivi par une discussion pendant un quart d'heure avant d'entamer la séance, comme la séance de la matinée, qui rassemblera un nombre d'experts et de spécialistes. Nous lancerons ce second chapitre de cette première journée en donnant la parole à Madame Tawakkol Karman pour nous parler de la question du genre. Elle est la première prix Nobel et vient du Yémen. C'est la première prix Nobel arabe. Elle est une activiste pour les droits humains et politiques. Elle est l'une des fondatrices de Reporters sans frontières. Elle a également des contributions caritatives et sociales. Je donne la parole à Mme Tawakkol Karman pour nous parler pendant 30 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonjour, je vous salue et je salue toutes les femmes qui luttent pour la liberté et la paix. Chers participants, il n'y a pas de sujet si simple et en même temps si compliqué que plus que le sujet de la relation entre l'homme et la femme. Cette relation qui inclut plusieurs concepts contradictoires, l'amour et la haine, la complémentarité et la contradiction, la rébellion et la dominance, la merci et la dureté. Pourtant, cette relation demeure l'une des plus belles. Saint-Simon dit que l'être humain social, c'est l'homme et la femme. C'est pour cela qu'il est important de reconnaître que la vie ne peut avoir lieu, ne peut être qu'à travers la relation entre l'homme et les femmes. Ni l'homme ni les femmes ne peuvent survivre seuls. Bien que cette vérité soit bien claire, pour moult raisons, la relation entre les femmes et les hommes demeure controversée, demeure la source d'opinions divergentes, quelques-unes étant extrémistes, les autres étant plus flexibles. Et entre ces deux extrêmes, il reste une marche pour ceux ou pour les activistes qui luttent pour une équité, une égalité absolue entre les hommes et les femmes. Je voudrais parler aujourd'hui des valeurs humaines telles que l'amour, la dignité, la coopération. Toutes ces valeurs contribuent à rendre la relation entre hommes et femmes une relation positive et constructive. À travers l'histoire, la relation entre hommes et femmes a souffert de la question de la dominance. La femme a été considérée comme étant l'une des propriétés de l'homme, telles que la propriété foncière, les meubles, etc. Les religions ont essayé d'endiguer cette dégradation, considérant la femme non pas comme une source de péché, mais plutôt une source de vertu. Pourtant,
les opinions religieuses et philosophiques n'ont pas aidé à poursuivre ce chemin. Ce chemin est celui de la libération des femmes de l'esclavage, le salut de la femme. On peut dire que ces interprétations, ces jurisprudences ont contribué à la poursuite d'idées qui n'établissent pas l'équité entre hommes et femmes. Ces affirmations humilient les femmes. Peut-être devrais-je indiquer quelques-unes de ces affirmations. Je parle d'affirmations par des philosophes. Par exemple, Socrate dit que la femme est la source de tout mal. Aristote dit que le mâle ou l'homme est prédominant et que la femme souffre de plusieurs manques. Un autre philosophe dit à la femme, tu es la source de tout mal. C'est toi qui as tenté. L'homme, toi, femme, a détruit l'image de Dieu qui est l'homme, pardon. Saint Augustin dit à l'homme, c'est toi qui es le maître et la femme est ton esclave. Telle est la volonté de Dieu. Schopenhauer, qui est un philosophe allemand, dit la femme est une bête qui doit être battue, qui doit être également nourrie et dominée par l'homme. Plusieurs sources salafistes répètent jusqu'à présent que la femme est une source de corruption. Abbas al-Moussaoui, un homme religieux chiite, dit « La femme a toujours été une source d'hypocrisie ». Martin Luther, un chrétien, dit « La femme ressemble à… هو رباء وهي عربي مشهور يقول للمرأة إذا بالجهل est un clou qu'on plante dans le mur ». D'aucuns disent que la femme, lorsqu'elle est intelligente, devient dangereuse. Je pense que ce qui est le plus dangereux dans ce contexte, c'est la culture de la communauté, de la société. Nous réaliserons la tyrannie et l'oppression des femmes si nous ouvrons la page des affirmations populaires, des slogans populaires qui, en fin de compte, reflètent la culture et les opinions populaires. Nous avons parlé des affirmations et des dits philosophiques et religieux. Nous parlons maintenant du contexte populaire. Le résumé d'expériences que les femmes ont connues à travers l'histoire. Nous rassemblons un grand nombre de dits populaires qui se mettent tous d'accord sur le fait que la femme est la source de tout mal. Les Allemands disent مثل بلغاري يقول الشيطان هو الشيطان. Ce que Satan ne peut faire, la femme peut le faire. D'autres D'autres proverbes disent il nous faut une femme pour qu'elle puisse battre Satan. Du Salvador, il y a un proverbe qui dit même le Satan n'est pas aussi hypocrite qu'une femme. Un proverbe du Brésil, la femme peut faire ce que Satan ne peut faire. Un proverbe américain dit la femme connaît beaucoup plus que Satan. Également, on a presque le même proverbe en arabe. Un proverbe persan dit la femme est la voix du Satan. Du Congo, on entend le proverbe qui dit déjeuner avec une femme, c'est comme si on déjeunait avec Satan. Si vous voulez savoir plus de proverbes sur les femmes, vous serez vraiment déçus. Vous pouvez également lire l'ouvrage les proverbes sur les femmes par la maison d'édition Dar al-Shuruq. Cet ouvrage est vraiment une source qui braque la lumière sur l'oppression dont les femmes font victime partout dans le monde. Chers participants, nous ne voulons pas parler du passé. Nous ne voulons pas identifier l'erreur de ces proverbes qui ne sont vraiment pas équitables du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un héritage culturel, religieux et social qui ne voit dans la femme qu'un diable être obtenu
que si l'homme est détruit et battu. Selon le sociologue britannique ou anglais Anthony Giddens, dans son ouvrage, il a dit que le féminisme extrémiste part de la conviction que les hommes sont les seuls responsables de l'exploitation des femmes et qu'ils sont les bénéficiaires ultimes de cette situation. Quelques défendeurs du féminisme radical parlent de la violence des hommes contre les femmes comme étant le slogan pour la prédominance masculine. Et de là, ils pensent que le viol conjugal, les agressions sexuelles font partie non pas de cas individuels séparés, mais plutôt d'un système global. Giddens dit, ils ajoutent que parmi les autres apparences et exemples qui y ancrent cette inégalité, plusieurs scènes dans leur vie quotidienne comme la communication non verbale, l'interruption de la femme et ou le ressentiment par la femme qu'elle craint se trouver en public. Cette vision extrémiste à l'égard de l'homme a engendré l'émergence d'un autre mouvement de la part des hommes qui pousse les femmes ou qui incite à ce que les femmes rentrent chez elles, y compris la théorie des différences naturelles qui dicte la séparation entre hommes et femmes dans le domaine public en se basant sur des principes biologiques. On considère qu'il serait plus bénéfique que les femmes se concentrent sur le travail au foyer et les responsabilités familiales, alors que les hommes doivent bien sûr sortir et travailler et assurer les besoins de leur famille. Bien sûr, il y a plusieurs mouvements traditionnels dans le monde musulman et arabe qui sont contents par ces théories. Si les appels pour les femmes de rester chez soi ne s'arrêtent, ce serait vraiment erroné. D'aucuns disent que la femme fait la concurrence à l'homme sur le marché du travail et que le rôle des femmes diffère du rôle de l'homme dans la société. De tels appels discriminatoires et extrémistes ont contribué à faire de la femme l'ennemi de l'homme et de l'homme l'ennemi de la femme. Voilà une erreur que nous devrons corriger puisque l'homme et la femme, en fin de compte, représentent tous les deux l'être humain qui ne peut survivre sans l'autre. La relation de la femme et de l'homme et le fait qu'elle est influencée par plusieurs facteurs, y compris la religion, les traditions, les us et les coutumes, les facteurs économiques, la culture et les lois et les législations. Malgré cela, la relation entre les hommes et les femmes demeure l'une des relations les plus en besoin d'évaluation et d'amélioration. Dans plusieurs cas, cette relation se détériore parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, à comprendre les besoins de l'autre et à la nécessité de partager les points communs. La relation entre hommes et femmes est rendue plus équitable à travers une perspective des droits de l'homme, des droits humanitaires. Il nous faut ancrer ces valeurs comme étant notre référence primordiale pour traiter d'une relation qui est simple et compliquée en même temps, comme on l'a dit au début de ce discours. La relation entre femmes et hommes. On peut se poser une certaine question. Qu'en est-il de la religion quand on parle de valeurs humaines? On ne peut marginaliser la religion. Comme vous le savez, les religions demeurent l'une des sources principales de valeurs. Pourtant, il va sans dire
qu'on ne peut vraiment faire confiance en des interprétations inéquitables des textes sacrés puisqu'ils posent un vrai danger sur la relation entre hommes et femmes. On parle également des grandes divergences et différences entre le texte sacré et notre interprétation individuelle de ce texte. On ne peut prétendre que notre compréhension de ce texte sacré et la compréhension et l'interprétation sacrée est correcte et que c'est l'objectif ultime d'Allah. Sur ce, la religion est très présente dans la relation entre hommes et femmes à travers les valeurs et les nobles objectifs auxquels il exhorte. Parlons de la valeur de la justice. La justice est l'essence de l'islam. C'est notre arme contre toute injustice, contre la femme et contre l'homme en même temps. Pourtant, cette arme ne peut nous protéger que si l'on arrive à comprendre la valeur intrinsèque de la justice dans les religions et dans les autres philosophies humaines. La justice est l'objectif ultime de tous les messagers, de tous les prophètes. Comme Allah l'a dit, nous avons envoyé nos messagers, nos prophètes, pour essayer d'établir l'équilibre. La justice et l'équilibre, comme le Coran nous le dit, est une valeur absolue, non proportionnelle. C'est une justice complète et absolue entre hommes et femmes, entre musulmans et non-musulmans, entre le citoyen et les résidents ou les non-citoyens. Ibn Taymiyyah a exprimé cette idée en disant que la justice est l'obligation de tous, dans tous les cas, de la part de tous, à l'égard de tous, et donc la tyrannie et l'oppression sont totalement interdites. Donc la justice en tant que valeur humaine, tant cherchée par les individus de toute appartenance, de toute religion, de toute région, cette justice ne permet pas de donner tous les droits aux hommes, ni de donner tous les droits aux femmes exclusivement. Si l'on arrive à inculquer la valeur de la justice et de l'équité, personne ne pourrait priver les hommes ni les femmes de leurs droits. Il est très important d'affirmer l'importance des valeurs humaines dans l'amélioration de la relation entre hommes et femmes. Tel est le chemin le plus sécurisé pour que les hommes et les femmes puissent vivre une meilleure vie. Prenons une autre valeur, la valeur de l'amour, par exemple. La valeur de l'amour accorde aux hommes et aux femmes la capacité de survivre contre les défis quotidiens. L'importance de l'amour réside en le fait qu'il est à tous les niveaux et il prend des aspects différents. On parle de l'amour du bien pour tous. L'homme et la femme, au cas où ils décident de s'aimer, afin de promouvoir la valeur de l'amour, l'amour du bien pour les autres. Ceci veut dire que tous les deux ont décidé de se rapprocher du vrai bonheur. Prenons une autre valeur, la valeur de l'égalité. C'est une valeur humaine très noble. Elle doit être la demande, la requête de tous, hommes et femmes. Ici, nous affirmons que les hommes qui acceptent ou qui acceptent traiter les femmes de manière discriminatoire, ils doivent reconnaître ou viendra le jour où ils seraient les victimes de discrimination par les femmes contre eux. En 1789, une élite française a émergé parlant de liberté, fraternité et égalité. Après cette révolution, il y a eu une discussion, un dialogue sur l'état de la femme, le statut de la femme. La femme a-t-elle le droit de voter en tant que candidat, en tant que partie des électeurs? Cette discussion a duré pendant de longues décennies sans que la femme n'obtienne ce droit de vote avant 1944, malheureusement. Ce qui est plus ironique, c'est que ces discussions aujourd'hui au monde arabe battent leur plein.
Ces discussions qui ont eu lieu il y a des dizaines de décennies en Europe sont actuellement en vigueur dans le monde arabe. Il y a plusieurs partis qui veulent s'opposer aux droits humains, y compris les droits des femmes, en disant que ces requêtes, que ces demandes sont des complots contre l'humanité. La citoyenneté et l'égalité et de parler de coups de mesure dans le contexte de l'égalité entre hommes et femmes. Ceci va à l'encontre des injonctions d'Allah. Il y a un verset dans le Coran qui prévient contre l'inégalité et l'inéquité. Tout comme l'égalité, il y a une autre valeur humaine noble, celle de la liberté. La liberté qui revêt une haute importance et qui veut dire bâtir une relation à base de maturité entre hommes et femmes. Les femmes libres, les hommes libres sont plus capables que les autres de bâtir ces sortes de relations positives, équilibrées. Par contre, ceux qui ont perdu leur liberté de choisir, leur volonté de choisir, ces personnes, ces partis qui ont perdu leur liberté, établissent toujours des relations et prennent des décisions très vulnérables. Les personnes qui s'attachent à la valeur de la liberté et qui défendent cette valeur, telles sont les personnes les plus aptes à défendre les causes de leur société et de faire face au gouvernement et aux autorités qui ont des tendances oppressives et tyranniques. En général, l'on peut dire que promouvoir la valeur de la liberté dans toute communauté, dans toute société, aura des effets très positifs et constructifs sur les hommes et les femmes, sur les relations des individus, et ceci, y compris la relation la plus importante entre hommes et femmes, et également ceci affecte leur façon de penser. Pendant les années de l'oppression et de la tyrannie, on peut tous reconnaître ces années chacun dans son pays. L'homme était victime de plusieurs violations parce qu'il avait perdu la valeur de la liberté. Tout comme lui, la femme était victime de la même violation, même d'une double violation, soit l'oppression par le gouvernement et l'autorité et l'oppression de l'homme également. Ceci a rendu la relation entre hommes et femmes une relation de maître et esclave, une relation de domination. Une telle relation n'est pas une relation correcte, n'est pas une relation équilibrée, c'est une relation de conflit perpétuel. Toute société qui vit à l'ombre dans l'ombre de telles relations ne sera pas une communauté ou une société saine. Durant les dernières décennies, et dû aux règles du marché, un autre aspect d'esclavage et de la perte de la valeur de la liberté. Durant les dernières décennies, et dû à la dominance des règles du marché et la valeur et la dominance de la valeur du mercantilisme et du consumérisme, la femme a été transformée en un bien sous le nom de la liberté. En vérité, la liberté ne peut aller à l'encontre de la dignité. La liberté ne peut pas aller à l'encontre de la dignité. La liberté recèle la valeur de la dignité. Commercialiser la femme veut dire une nouvelle forme, une forme moderne d'esclavage. Ceci promeut également l'esclavage. Laura Belgini, en Italie, a dit qu'il y a une relation étroite entre la commercialisation de la femme et la violence contre les femmes. L'Italie est pleine
de publicités de femmes qui sont presque nues, où tout se vend à travers le corps des femmes. Et on en voit les meilleurs exemples sur la télé. Soit la femme est femme de foyer, soit elle est presque nue. Telle est la meilleure description du chemin le plus court vers la violence, vers les guerres, lorsque les femmes sont devenues ou deviennent des produits à commercialiser. Ceci veut dire que vous pouvez faire tout ce qui vous plaît de ces produits. Donc, le fait de transformer la femme d'un être humain à un produit, à une publicité, à une annonce publicitaire, n'affecte pas seulement la femme dans son statut envers soi-même et également envers la société, mais affecte également l'homme. Parce que, avec le temps, l'être humain, l'homme, perd plusieurs valeurs intrinsèques et donc la société verra sa dignité et sa liberté bafouées. Chers participants, soulever cette question et d'autres questions qui se rapportent à l'homme et à la femme d'une perspective humanitaire nous aidera largement à mettre fin à cette guerre contre l'être humain afin d'en bafouer la dignité, d'en violer la liberté et le respect. Commercialiser la femme veut dire commercialiser l'homme. Ce dernier sera transformé avec le temps en un produit commercialisé également. Finalement, force est d'affirmer la nécessité que la relation entre hommes et femmes soit basée sur le respect et la coopération. Ceci ne peut avoir lieu tant que certains pensent d'une manière qui marginalise l'autre, d'une manière arrogante à l'égard de l'autre, d'une perspective selon laquelle il n'a pas à coopérer avec l'autre afin de promouvoir les valeurs de la liberté, les valeurs humanitaires. Nous devons retourner à nos valeurs humanitaires pour que la paix soit établie entre hommes et femmes. Tel est le début du chemin, du parcours afin d'établir la paix dans le monde. Merci, Madame Tawakkol, pour ce cri et cet appel pour arrêter la guerre contre l'homme avec un H majuscule. Nous avons 15 minutes pour les questions et le micro se trouve avec les bénévoles des deux parts de la salle. Madame va répondre aux questions. Nous avons 15 minutes, s'il vous plaît, pour ces questions. Je vais appuyer sur le bouton pour que les choses soient claires en termes de temps. Je choisis moi-même ou vous allez modérer? Alors, je commence par la femme, évidemment. Madame, allez-y. Micro pour madame. Bonjour. Ce fut un plaisir de vous avoir écouté. J'espère que tous les participants ont trouvé du plaisir. J'espère qu'on vous retrouvera non seulement pendant la conférence parce qu'on se délecte vraiment en vous écoutant. J'ai une question et j'ai un commentaire. Je vais poser la question suivante. Selon vous, où est-ce qu'il faut commencer? Par les lois, c'est-à-dire faire la pression au niveau des politiques publiques et essayer d'amender les lois, ou faut-il faire le travail au niveau de l'éducation, ou faut-il travailler avec les décideurs de la société ou même nos actions? Par exemple, si nous sommes en quête d'égalité, etc., nous remarquons que les anciennes générations, c'est-à-dire je parle de mon pays, en tout cas l'Égypte, ni mon père, ni mon grand-père, ni mes frères, ni mon mari n'ont jamais fait preuve d'inégalité à l'égard de la femme. Ils n'en parlent même pas. Et donc, طيب بس علشان الوقت معي
On n'a pas le temps, donc c'est quoi la question? Où est-ce qu'il faut commencer? Ces personnes qui se trouvent au Maroc et partout, ils sentent pas qu'il y a un problème. Donc, où est-ce qu'ils ont trouvé ces idées pour qu'on puisse les promouvoir? Je vais vous répondre sur 3 thèmes. Où est-ce qu'il faut commencer en tant que femme? Où est-ce qu'il faut commencer en tant qu'homme? Et où est-ce qu'il faut commencer en tant qu'État? Pour la femme, eh bien, lorsque la femme veut commencer sa lutte vers ses valeurs humaine, lorsqu'elle lutte, elle lutte pour plus d'égalité dans la société en général, pour plus de liberté dans la société, pour la dignité de la société en général. Donc, elle lutte pour des valeurs ultimes. Lorsque la femme commence sa lutte, elle doit commencer par elle-même. C'est d'abord la confiance en soi, c'est la clé des clés. C'est ce qui va ouvrir la porte devant nous. C'est ce qui va nous permettre de réaliser l'objectif ultime et donc les objectifs personnels également de la femme. Donc, commencez par vous, femme. Puis, orientez-vous vers votre famille. Si la femme jouit de la confiance de sa famille, si elle a également confiance en elle-même et en sa cause, c'est alors que sa société va la pousser de l'avant, c'est alors qu'elle aura le vent en poupe. C'est ma conviction, de par mon expérience personnelle et du fait que les femmes arabes ont été à la tête des révolutions arabes dans les pays, les sociétés les plus conservateurs, telles que la société yéménite. C'est une société qui a poussé la femme pour aller de l'avant et accepter son leadership. Pourquoi? Parce que la femme est sortie dans la rue, ayant confiance en elle-même et armée également de la confiance de ses parents. Pour ce qui est de la femme, maintenant pour l'homme également, commencez par vous-même. Ayez confiance en vous. Ne voyez pas en la femme une concurrente, une rivale. Ayez confiance en vos familles, hommes. Poussez vos filles, vos sœurs pour aller de l'avant. Parce que c'est là, en fait, quelque chose qui va sauver la société en général. La femme, aujourd'hui, se dit salvatrice de la société, de la communauté, de l'humanité tout entière. Pour beaucoup de femmes, les femmes du printemps arabe, on refuse de se victimiser. Du coup, vous devez soutenir vos sœurs, vos mères, vos filles. Moi, pendant les révolutions du printemps arabe, et notamment au Yémen, j'étais vraiment très fière lorsque les hommes allaient, par exemple, aux places pour les sit-ins. Ils se sentaient complets qu'en présence de leur femme ou de leur épouse. Et la femme aussi savait que la société n'allait pas la renier. Plus les hommes soutiennent leurs femmes, plus la société va les accepter. Et encore une fois, je dis, la femme n'aurait pas pu donc participer à ce point dans le cadre des révolutions arabes parce que et l'homme et la femme ont eu confiance en ce rôle. Pour l'État, moi je parle aussi de l'État, on parle certainement d'une phase intérimaire ou transitoire dans les pays du printemps arabe. Ce sont des pays qui se disent vouloir réformer ce qui manquait par le passé, c'est-à-dire ce manque d'égalité entre les genres. Vous avez dit un point très très important, vous avez parlé des constitutions et des législations qui seraient garantes également de l'égalité des droits entre les citoyens. Je parle de citoyenneté égale, à pied d'égalité entre les hommes et les femmes. Je n'aime pas voir nos constitutions mentionner des différences ou une discrimination. Il faut qu'on ait les mêmes droits et les mêmes obligations, soit-on homme ou femme. J'aime toujours lorsque les dispositions et les provisions des constitutions parlent uniquement de l'égalité, d'égalité. À pied d'égalité, soyons citoyens, hommes et femmes. Ceci doit être dans l'essence même de nos textes constitutionnels. Et aussi, après ça, en fait,
il faut que dans les lois, il y ait des articles qui permettent la participation de la femme dans la sphère publique. Parce que c'était une double oppression, en fait. Une oppression politique, une oppression, entre guillemets, religieuse. Je veux dire par là les fatwas erronés qui ont visé la femme, dont on est tous au courant certainement. Et donc, la femme a besoin d'une discrimination positive, avantageuse, qui lui accorderait, en fait, une opportunité. Ce sont des opportunités égales aussi. Par exemple, je refuse que la femme ait des sièges qui lui sont impartis comme le système de quotas au sein du Parlement, ou probablement des circonscriptions qui sont limitées aux femmes également. Par exemple, si on veut les femmes à, par exemple, 50%. Non, nous voulons des opportunités égales sur les listes électorales accordées aux électeurs, et c'est aux électeurs de décider dans les urnes. Accorder aux femmes le droit à des opportunités égales, justement pour qu'elle ait accès aux sphères publiques, que ce soit des institutions parlementaires ou élues ou des institutions ordinaires, simplement pour que la femme fasse ses preuves, parce qu'elle a fait ses preuves en tant que révolutionnaire, en tant que rebelle, en tant que leader pendant les périodes les plus difficiles. La révolution est l'une des pratiques politiques les plus rugueuses, les plus difficiles, et c'est aujourd'hui qu'il faut prouver qu'on est capable également de jouer un rôle en termes de prise de décision pendant la période transitoire. Et dans ce cas, nous avons besoin de constitutions, de droits et de législation qui nous garantissent ces droits. Merci. Je pense que le problème de la femme réside en la femme elle-même. Parce que les activistes défendant les droits de la femme cherchent ce qui manque dans leur foyer sous les lumières de l'exposition en public. La femme qui dit par exemple qu'elle est exclue par l'homme est en fait, c'est elle-même qui avait éduqué cet homme qui l'exclurait plus tard. C'est elle qui inculque à ses enfants l'idée de l'exclusion. Vous êtes la mère du garçon qui va vous exclure plus tard. Donc vous devez commencer par éduquer vos enfants, vos garçons, sur justement cette idée et ce concept. Je pense que le début est au foyer, est à la maison et pas dans les médias. Lorsque vous éduquez vos enfants à pied d'égalité, soient-ils des garçons ou des filles, plus tard il n'y aura aucun problème. Et les questions disent, qui dit que l'éducation des enfants est l'apanage de la femme uniquement ? Qui dit que c'est la mission de la femme seulement? L'éducation est une mission conjointe entre l'homme et la femme. Si l'un de ses ailes tombe ou vacille, eh bien, non, mais l'éducation, ce n'est pas que la femme, mais je pense que la femme a un rôle à jouer. Oui, je suis même la femme fait la différence entre hommes et femmes. Oui, je suis d'accord. Nous sommes dans des sociétés conservatrices qui a limité le rôle de la femme à certains aspects. Pas que ce soit là un rôle inférieur ou subalterne, mais simplement on a associé l'éducation des enfants aux femmes. Mais en général, vous avez raison. Il faut justement éduquer nos enfants sur ce principe, sur ces concepts d'égalité. Il faut les soutenir tous pour qu'ils puissent porter les inquiétudes de leur nation et de leur patrie. Lorsque la moitié de la société ont été exclus, nos pays ont connu l'oppression. Toute l'oppression que nous avons connue, certainement est due à plusieurs choses, mais notamment parce que la femme a été marginalisée. Et ce fut en fait volontaire. Et raison pour laquelle vous avez vu comment les auteurs de cette oppression ont eu peur lorsque la femme est sortie dans la rue. Je vous donne l'exemple de Ali Abdallah Saleh du Yémen. Lorsque les femmes sont sorties, il a vraiment eu très très peur. Et il s'est réuni avec les érudits et il a fait 3 discours pour dire « il faut que vous rentrez chez eux ». Et parce qu'il est interdit cette promiscuité, cette proximité avec les hommes. Et il a mobilisé les mosquées qui le soutenaient pour convaincre les femmes avant les hommes. Rentre chez toi. Mais qu'est-ce que les Yéménites lui ont dit? Ali,
les femmes vont vous faire tomber. Et en effet, sa crainte était véridique. Et il y avait cette pierre d'achoppement, en fait, pour justement ne pas accorder des droits égaux aux citoyens. Je dis citoyens, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Il a également fait que la majorité du Yémen restait dans un analphabétisme parce qu'il avait peur des femmes de ce pays, les femmes qui l'ont fait tomber plus tard. Sans les femmes dans la révolution arabe, je peux vous dire que Moubarak, ni Ben Ali, ni Kadhafi, ni Ali Abdallah Saleh ne seraient tombés, ni même, on l'espère bien, Bachar el-Assad. Les femmes étaient la clé de voûte dans ce processus. C'est une question de foi, c'est une question de cause, c'est une question d'éducation. Je dis certainement que l'éducation est la responsabilité et des hommes et des femmes. Un dernier point, je vous dis, et moi, j'aime pas parler de moi, mais grâce à Dieu et grâce à mon père, grâce à mon mari également et à son soutien, c'est grâce à eux que je suis parmi vous aujourd'hui. C'est grâce à leur soutien, grâce à leur foi, grâce à leur éducation également. Il n'y a pas de différence entre toi et ton frère, me disait mon père. Vous devez vous intéresser aux mêmes choses. Votre lutte doit être pareille, vos valeurs doivent être pareilles. Et je suis sûre que beaucoup de femmes ont ainsi cru en notre liberté, en notre obligation de porter ce flambeau. Merci beaucoup. Merci. On prend une question de ce côté, simplement pour l'égalité. Deux par ici et deux par là. Monsieur et madame. Je vous remercie. Je ne serai pas objectif, mais moi, parce que moi, je soutiens la femme, je suis psychologue et je sais qu'il y a des malfonctionnements comportementaux lorsque c'est la femme uniquement qui éduque les enfants. C'est prouvé. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la formation de l'attitude. Comment former, en fait, cette attitude à l'égard de l'enfant. Nous savons très bien que l'enfant devient égoïste ou altruiste dès son plus jeune âge. Et donc, la dame tout à l'heure vous a posé la question par où il faut-il commencer. Je pense qu'il faut, oui, mettre l'accent sur l'éducation et par la sensibilisation, parce que l'attitude de l'enfant à l'égard de sa mère ou de son père est formée dès le début de son enfance. Ceci requiert certainement du temps, de la sensibilisation, ainsi que des séances de formation, et non uniquement des publications. Claire, docteur, merci. Madame, c'est un commentaire et pas une question, donc on va deux questions. Nous sommes des femmes. Merci. Nous voyons que le problème commence toujours par les curriculums religieux dans les écoles religieuses, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Très souvent, cette idée est consacrée dans l'éducation des hommes et c'est ce dont ils héritent en fait. Vous êtes l'homme, vous avez la suprématie et jamais cette idée de justice entre eux n'est inculquée. Le problème est celui des religieux, des hommes de religion. Nous n'avons pas d'hommes de religion, nous avons des cheikhs dans notre islam. Et moi, par la volonté de Dieu, j'ai ouvert 13 instituts à Hama en Syrie et je peux vous dire que j'ai souffert sur deux fronts. D'abord les cheikhs extrémistes et puis certainement les services d'intelligence. J'espère qu'on sera sauvé de cet autre aspect très souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Mener une révolution vraie contre l'oppression politique et l'oppression religieuse habillée par sous l'habit des fatwas, et également l'oppression sociale, à savoir les us et les coutumes qui sont injustes à l'égard des hommes et des femmes. En même temps,
Notre slogan est le suivant: les révolutions du printemps arabe ne sont pas uniquement contre ces tyrans, ils étaient contre eux et contre leurs outils parce qu'ils ont utilisé la religion pour rester au pouvoir. Ils ont utilisé ces traditions pour rester au pouvoir. Et la femme qui a sacrifié donc pour la démocratie, la liberté, la justice, l'équité et la bonne gouvernance n'acceptera pas moins que ces valeurs. Et dans le cadre de quels auspices? Salam alaikum, merci. Je remercie Madame Tawakkol Karman pour ce discours profond et cet appel humanitaire, et je m'excuse pour ne pas lui avoir accordé plus de temps pour qu'elle puisse recevoir plus de questions. Nous prendrons une pause pour la prière et ceci durera 15 minutes avant de reprendre notre séance sur la question de l'homme et de la femme. Nous verrons après un quart d'heure. Merci.